Bonjour, le second tour des élections municipales, c'est ce dimanche et comme chaque jour, nous allons vous proposer un débat dans une commune d'Auvergne. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Aurillac, préfecture du Cantal, près de 26 000 habitants et 2 candidats pour ce second tour. Pierre Matonnier, bonjour. Bonjour. Alors, votre liste s'appelle Unis pour Aurillac, c'est une liste d'union de la gauche. Vous êtes soutenu par le Parti Socialiste, le Parti Radical de Gauche, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts, Génération.S et le Modem. Vous avez recueilli 48% des voix au premier tour et vous êtes le maire sortant de cette ville d'Aurillac. Jean-Antoine Moins, bonjour. Bonjour. Alors, votre liste s'appelle Aurillac Autrement. Vous avez réuni 42,34% des voix au premier tour, mais vous avez fusionné avec la liste La République En Marche de Catherine Amalric pour ce second tour, liste qui avait réalisé 9,6% au premier tour. On rappelle que votre liste est sans étiquette, mais que vous faites partie des Républicains. Je voudrais commencer par une question d'actualité. Depuis 3 mois, il y a quand même eu une crise, la crise du coronavirus. Qu'est-ce qu'elle a changé dans votre conception du mandat, de l'éventuel mandat à venir, Monsieur Matonnier? Cette crise a été particulière, originale, inédite, inouïe, et nécessairement beaucoup de questions sur notre façon de vivre se sont posées parce que d'abord on s'est retrouvé confiné, la population s'est retrouvée confinée. Deuxièmement, on s'est rendu compte du poids des services publics, du besoin absolu qu'on avait de ces services, je dirais, de première ligne, que ce soit public ou privé. Troisièmement, la solidarité. Ça a été quelque chose de fondamental et je crois qu'il ne faut pas l'oublier parce que dans ces moments-là, contre la solitude, contre la précarité, eh bien, les associations ont joué un rôle majeur. Et puis quatrièmement, il y a eu le rôle des élus, qui a été d'être des élus de proximité, des élus au service des citoyens, parce qu'il a fallu sortir d'un premier tour qui était particulier, s'investir sans penser à rien d'autre qu'à cette crise qui aurait pu être dramatique et qui n'a pas été trop lourde dans le Cantal, mais qui aurait pu être dramatique quand même dans ses conséquences humaines. Donc c'est un regard modifié qu'on doit avoir sur notre rôle des élus, mais aussi sur notre service de proximité et ce qu'est le service public au service de tous les publics et par tous les services. Monsieur Moins, qu'est-ce qui a changé cette période du Covid? D'abord, je voudrais remercier le personnel soignant, notamment du centre hospitalier d'Aurillac, mais aussi du CMC et les libéraux qui ont beaucoup donné pendant ces 2 mois de confinement, avec le soin apporté aux personnes qui étaient malades, mais aussi apporter des réponses à ceux qui étaient soucieux. Mais aussi apporter des réponses à ceux qui avaient eu leur famille, enfin quelqu'un de la famille qui était décédé. Je pense que c'est important aussi de le rappeler parce que ces gens-là, on les a vus depuis et ils ont beaucoup travaillé, beaucoup donné. Je crois que c'est important de les remercier. Remercier aussi tout l'ensemble du personnel, que ce soit le personnel de la ville, de la CABA, qui ont assuré le service aux Aurillacois. Remercier les enseignants pour la continuité éducative aussi. Voilà. Donc je voulais dire ça en premier parce que les élus, on a fait notre boulot. C'est normal qu'on fasse notre travail. Chacun dans son rôle. Mais je crois que les gens qui étaient en première ligne, c'était effectivement les soignants, c'était éventuellement les enseignants et c'était le personnel de la ville. Alors qu'est-ce que ça a changé? Sans doute de la solidarité, besoin de solidarité. Je crois que c'est surtout de la proximité. Les gens attendent aujourd'hui que les élus soient proches, soient disponibles, soient à leur attention. Voilà. Alors moi, je l'avais indiqué déjà dans le cadre du programme du premier tour et je reprendrai ça parce que d'autant plus c'était utile et intéressant au vu du Covid. Le service public, et Pierre Matonnier a raison, le service au public, parce qu'il y a une attente importante, et aujourd'hui, la situation économique qu'il va falloir traiter par la suite. Et on va poursuivre ce débat, mais d'abord, je vous propose d'écouter un petit panorama des enjeux de ce débat par notre confrère de France Bleu Pays d'Auvergne, Emmanuel Moreau. Bonsoir à tous. Il y a 6 ans, Jean-Antoine Moins avait osé le slogan « Faire plus avec moins », sans réussite. Cette année, c'est un problème totalement différent qui est posé pour le second tour. Si on fait un report du premier tour, la fusion Jean-Antoine Moins, Catherine Amalric frôle les 52%, avantage à droite. Donc, Pierre Matonnier, ses 48% semblent avoir fait le plein de ses voix, sauf qu'en politique, 1 + 1 ne font pas forcément 2. Tout dépend du report des voix, de la mobilisation ou non des abstentionnistes du premier tour, de la liste qui aura su créer une dynamique. Autrement dit, les calculs risquent d'être très compliqués dimanche soir. Pierre Matonnier, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que 1 + 1 ne font pas 2 en politique, que 52% de cumul pour les 2 listes en face de vous, c'est plus de 48? Je pense que les fusions de listes sont un exercice très difficile. D'abord, ces 2 équipes qui ne se sont pas choisies, ces 2 programmes qu'on réunit
un peu pour faire corps contre un autre projet qui est déjà constitué dès le départ par des gens qui sont choisis autour à la fois d'un programme et des valeurs. Donc aujourd'hui, eh bien, je pense que cette fusion ne fera pas 1+1 parce que, pas d'hypothèse, elle mécontente à la fois le Parti radical social-libéral qui s'est dissocié de Mme Amalric et d'autre part, ça mécontente aussi des gens qui ont des convictions politiques fortement ancrées dans leur origine, que ce soit LR ou d'autres partis. Donc je pense que ces fusions, c'est souvent des raccrocs pour faire front à une liste. C'est plutôt de l'anti-Matonnier, c'est pas très grave, ça fait partie du jeu politique. Je pense aussi que c'est quelque part un non-respect des électeurs. On se bat au premier tour et puis après on se dit que finalement on peut se réunir. Et je crains que l'enjeu profond, ce soit que demain des extrêmes nous disent que tous les partis se valent et qu'on peut se réunir très facilement, quel que soit l'enjeu. Monsieur Moins, pourquoi c'était logique pour vous de vous unir avec cette liste de Mme Amalric ? Le premier tour, ça a toujours été, dans toutes les élections, la possibilité pour plusieurs composantes de se présenter, de présenter un programme. Voilà, ça c'est toujours fait. En 2014, il y avait aussi 3 listes. Et donc, il est normal qu'il y ait des sensibilités politiques qui se présentent et qui présentent leurs particularités et leurs projets. Le deuxième tour, ça a toujours été la possibilité de rassemblement de listes ou de personnes politiques pour un projet nouveau. Alors, le Covid, pour tout dire, ça m'a donné du temps pour réfléchir, pour réunir et pour travailler sur un programme remanié. Voilà. Parce que quand vous avez 3 mois de Covid, vous avez 3 mois pour travailler. C'est plus facile que quand on a une semaine entre le premier et le deuxième tour. Si vous n'aviez qu'une semaine, vous n'auriez pas fusionné ? Je ne sais pas, mais ça aurait été sans doute beaucoup plus compliqué. Voilà. Alors là, on a eu le temps de se réunir, de se rencontrer, de travailler en visioconférence, qu'on soit très clair, parce qu'on avait cette contrainte, et on a travaillé sur un programme autre pour apporter un projet. Alors pourquoi on a fusionné ? Parce qu'en fait, c'est ça la question. La fusion, elle s'explique parce que vous avez 52% des votants aurillacois qui ont dit « nous ne voulons pas de Pierre Matonnier ». Et donc il y a 52% des personnes qui se disent « nous souhaitons une alternance, nous souhaitons un autre projet ». Et la responsabilité des élus, c'est de se dire « est-ce que nous pouvons, nous, présenter un autre projet qui puisse satisfaire ces 52% d'Aurillacois qui souhaitent autre chose ». Deuxièmement, la crise du Covid, elle nous oblige aujourd'hui à apporter des réponses fortes. Et moi, j'ai toujours pensé que la ville d'Aurillac, elle n'appartenait pas à un parti. Elle appartient aux Aurillacois. Et chez les Aurillacois, vous avez des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre. Vous aviez noté lors du débat du premier tour que j'étais une liste sans étiquette. Parce que dans ma liste du premier tour, il y avait des gens de droite, des gens qui étaient sans étiquette politique et des gens qui étaient de gauche. Et on s'était déjà rassemblés sur un projet commun, sur un projet de gouvernance. Et donc, avec Catherine Amalric, on conforte cette idée-là. Et on va se mettre à parler un peu du contenu. Alors, Jean-Antoine, je reste avec vous. Dans votre vidéo de campagne sur Facebook, vous dites que le moteur de votre engagement, c'est d'éviter le déclassement de la ville, que vous attribuez, au moins en partie, à la majorité de M. Matonnier. Qu'est-ce que vous entendez par déclassement et qu'est-ce que vous voulez faire pour arrêter ce déclassement ? Alors, déclassement de la ville d'Aurillac, quand vous habitez à Aurillac et quand vous vivez à Aurillac, vous travaillez à Aurillac, vous vous rendez assez facilement de la situation de déclassement. Je vais vous laisser répondre. Déclassement, d'abord, M. Matonnier, quand il a présenté sa liste en septembre dernier, il a dit nous avons réglé la démographie. Il n'y a plus de problème de démographie. Et les résultats du recensement 2019, c'est moins 450 habitants sur 26 000. C'est une perte très importante. Perte très importante qui montre et qui en réalité s'accumule depuis des années. Donc on a une perte de la population, une baisse démographique qui est importante. Nous avons 100 commerces fermés dans le centre-ville, pas liés au Covid, avant le Covid, et avec une situation qui s'aggrave aujourd'hui. Il suffit encore une fois de se promener dans le centre-ville. On voit aujourd'hui des commerces qui sont de nouveau fermés. Et on a en plus un problème d'attractivité, un problème de délinquance qui s'accroît. Vous le savez sans doute, la veille du premier tour, dans la rue la plus commerçante de la ville d'Aurillac, attaque à coups de couteau à 15h l'après-midi. Et je crois qu'on en avait parlé lors du débat du premier tour. Monsieur Matonnier, dans votre acte, vous indiquez qu'Aurillac est 8e au classement des villes où il fait bon vivre. Vous vivez dans la même ville ? J'ai pas l'impression, mais je pense que M. Moins, à force de vouloir noircir le tableau, finit par oublier qu'il y a des Aurillacois et quand on aime sa ville, on essaie de pas trop la salir. Sur la démographie, c'est le premier sujet et c'est le cheval de bataille de M. Moins.
2018, plus 150. 2019, moins 450. On sait que les données INSEE sont tous les ans, par sondage sur Aurillac, et c'est tous les 6 ans. En fait, ce qu'il faut bien analyser, si on veut comprendre la population aurillacoise, il faut se situer au niveau de l'agglomération. De 2014 à 2019, on a une quasi-stabilité de la population. Nous avons une ville comme Arpajon, comme Nocelles, qui ont doublé de population en 20 ans. Ce n'est pas les naissances, ni à Arpajon, ni à Nocelles. C'est parce que nous avons un transfert démographique vers les communes de périphérie. Et je pense que la bonne échelle pour analyser la population, c'est l'échelle intercommunale. C'est déjà le premier sujet qui me semble essentiel. Ensuite, j'entends l'Aurillac bashing porté par M. Moins, 5 vidéos pour dire que tout va mal et que c'est le déclin. Donc, il y a un classement qui a été fait par Villages de France, villes et villages de France. Ce classement, il est basé sur des données INSEE. On est 8e dans la strate des 350 villes représentant les 20 à 100 000 habitants. 8e, avec des critères où on est en évidence. J'entends la sécurité, on est bien placé. On est peut-être le mieux placé d'ailleurs de tout le panel. J'entends le commerce, on a un taux de vacances de 17%. C'est compliqué, on reparlera de cœur de ville certainement dans le cadre du débat. C'est un vrai sujet. Il n'empêche que 17%, c'est pas le plus haut, c'est pas le plus bas. Il y a un travail à mener, c'est un travail essentiel. Et après, j'apprends avec beaucoup de plaisir que M. Moins a réfléchi pendant 2 mois pour savoir s'il fusionnait. J'ai cru savoir que le mardi soir du premier tour, c'était déjà une liste déposée. Donc la réflexion, elle me semble un peu courte. Monsieur Moins, comment vous faites justement pour améliorer la situation d'Aurillac que vous décrivez, notamment du point de vue économique, du point de vue de l'attractivité? Bon, la première chose, d'abord, c'est que je ne me satisfais jamais du mauvais. Alors on peut dire, ça va, c'est satisfaisant. Je me satisfais du déclin à la ville d'Aurillac. M. Matonnier, en 2014, disait aux colistiers « Je suis là pour gérer le déclin de la ville ». Moi, je ne peux pas m'en satisfaire, ça. Je ne peux pas me satisfaire de gérer le déclin d'une ville. Moi, je considère qu'une ville, quand on l'aime, on s'investit à fond et on essaie d'en faire mieux, et toujours plus, et toujours quelque chose de plus agréable. Donc mon engagement politique, c'est de dire comment je fais pour que de nouvelles populations viennent s'installer dans la ville d'Aurillac, comment je fais pour que les gens qui s'y installent aujourd'hui aient le sentiment d'y vivre bien et tranquille. Et alors comment? Eh bien comment? Quand je dis, par exemple, si on peut parler des sujets, mais si on veut parler d'attractivité économique, j'ai dit qu'il fallait faire un programme d'aide à l'installation, par exemple, pour faire venir de nouveaux commerçants ou bien de nouvelles personnes qui viendraient s'installer sur la ville d'Aurillac. J'ai parlé de programmes pour aider à l'installation de nouvelles populations. Vous avez ça dans le gros programme du premier tour. Mais il est certain qu'aujourd'hui, le Covid a aussi modifié les choses. Aujourd'hui, par exemple, vous avez si on parle, par exemple, du centre-ville, vous avez une fragilité du commerce du centre-ville. Fragilité accrue avec le Covid. Donc, quand je lance l'idée du chèque solidarité pour venir donner un coup de main financier, aider le pouvoir d'achat des Aurillacois et aider le commerce du centre-ville en mettant 300 000 € à partir de l'automne pour venir soutenir le commerce du centre-ville, je pense que c'était une façon pour redynamiser le ville. Mais je pourrais parler aussi de la sécurité. J'ai décidé d'avoir un adjoint à la sécurité. Je suis allé chercher... On est sur l'attractivité pour l'instant. On va laisser M. Matonnier répondre sur l'attractivité. Alors, sur l'attractivité économique, je pense que le sujet, il faut distinguer 2 choses. D'abord, il y a l'attractivité économique naturelle. L'agglo, donc, puisque c'est l'échelle, même si 95% de l'activité économique est sur Aurillac, c'est à l'échelle de l'agglo qu'il faut le traiter. Donc aujourd'hui, sur Aurillac, nous avons un dynamisme très fort. Économiquement, je le dis parce que l'emploi privé a progressé sur Aurillac entre 2014 et 2018. Je le dis parce que la zone d'Esban est remplie, parce que le village d'entreprise est occupé à 95% et que nous avons réalisé dans ce mandat la 6e tranche. Je le dis parce que nous avons réaménagé les zones commerciales, que ce soit la zone de la Ponétie, quand j'avais pris mon mandat, on me disait c'est une friche commerciale, il y a un ancien bowling, etc. Elle est aujourd'hui rénovée. Certes, il y a des privés, le public a tenu son rôle sur les équipements parallèles. Donc le dynamisme économique de notre industrie, de notre activité commerciale et des services est très fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Aurillac, nous avons 24 000 personnes qui viennent travailler tous les jours sur une ville de 26 000 habitants. Il y en a 14 000 qui viennent de la périphérie ou de la zone urbaine. Donc, sujet majeur. Nous avons une ligne aérienne qui a un taux de remplissage exceptionnel, avec 3 rotations, avec des fragilités. Il faut la défendre. Mais c'est parce que nous avons un tissu économique et que nous sommes accessoirement très enclavés que nous avons absolument besoin de ces outils pour le développement et de notre territoire.
Et autre pôle d'attractivité, ce sont nos entreprises qui investissent. Nous avons des entreprises dynamiques. C'est pour ça que je ne supporte pas ce déclinisme qu'on véhicule chaque fois en disant la zone économique va mal. C'est pas vrai. On a des entreprises qui se battent. On a Bios qui investit aujourd'hui. On a l'entreprise Europe Service qui fait une extension aux 4 chemins et qui rapatrie des activités industrielles sur le site. On a des activités de services qui bougent. Donc c'est le premier sujet. Et il ne faut pas confondre cœur de ville, où il y a des activités commerçantes. Le commerce de centre-ville, c'est 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un quart de l'activité commerciale globale de la ville. C'est un moteur important, c'est un moteur qu'il faut défendre. Il faut le défendre par des actions conjoncturelles. Je rejoins 250 000, on met déjà 250 000 sur l'opération Cœur de Ville tous les ans. Monsieur Moïse met 50 000 de plus, c'est bien, voilà, ça fait partie des choses, ça peut toujours évoluer, il y a toujours des choses à faire. Mais au-delà de tout ça, il faut un manager de centre-ville, il faut reconfigurer les espaces commerciaux, il faut offrir un autre service au centre-ville. Et le Covid nous l'a appris. Le Covid nous a appris au marché couvert que quand il fallait réagir, il fallait faire des livraisons auprès des personnes les plus âgées. Il fallait avoir une boutique en ligne. C'est important. Amazon, aujourd'hui, a pris des parts de marché significatives sur le centre-ville. D'où l'enjeu pour les associations, qu'on soit à leur côté pour les aider à réaliser les prestations qui sont aujourd'hui nécessaires et qu'attend le public. Parce que s'ils prennent par Amazon, c'est parce qu'ils ne trouvent pas la livraison qu'ils pourraient avoir localement. Donc des sujets majeurs. Et au-delà, il y a un troisième sujet, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, sur le tourisme. Monsieur Moins, vous avez abordé à l'instant le sujet de la sécurité. Il y a un article du Figaro assez critique qui est paru il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a un problème de sécurité à Aurillac ? D'abord, moi, je ne fais pas d'Aurillac bashing. Hein. L'article du Figaro, il me déçoit parfaitement. Encore une fois, ce n'est pas ça que je souhaite. Je souhaite au contraire que les Aurillacois puissent être de nouveau fiers de leur ville. Et qu'ils aient le sentiment que c'est une ville qui progresse, qui reprend de la population, qui a un dynamisme économique, qui est jolie, belle et agréable. Et je pense qu'effectivement, que M. Matonnier n'a pas la perception d'un certain nombre d'Aurillacois. Au moins pas de la majorité. Aujourd'hui, Aurillac n'est pas jolie, belle et agréable. Je pense qu'Aurillac peut être plus belle et plus jolie. Voilà ce que je pense. Alors, je ne dis pas que tout est négatif. Je dis simplement qu'elle peut être plus belle et plus jolie et qu'il y a encore des choses à faire et qu'il y a beaucoup de choses à faire pour rendre cette ville encore plus agréable. En matière de sécurité, on a une progression importante de l'insécurité à Aurillac. Alors, j'ai parlé de l'incident du 14 mars, c'est-à-dire la veille du premier tour, mais on sait aujourd'hui qu'il y a une augmentation de la drogue, notamment de la drogue dure, avec du crack qui se développe aujourd'hui sur la ville d'Aurillac. Ce n'est pas ce que l'on imagine sur la ville d'Aurillac. Ce n'est pas ça l'image de la ville d'Aurillac. La ville d'Aurillac, c'était la ville tranquille, où on pouvait fermer, laisser sa voiture sans forcément la fermer, on était tranquille le lendemain matin. Quand vous faites porte-à-porte, vous vous promenez dans les quartiers qui sont censés être paisibles. Je pense à une rue. Dans une rue, quand je fais mon porte-à-porte, 3 maisons visitées, 3 personnes volées à l'intérieur de leur maison. Et ça, c'est un phénomène qui est régulier ou qui est fréquent et malheureusement fréquent. Sur le seul mois de mai, en augmentation des chiffres d'actes de violence, on a augmenté de plus de 40 actes de violence entre janvier et février. En 2 mois, on est passé sur les 5 mois de 132 faits à 172. Monsieur Matonnier. Alors, bon, là-dessus, c'est un sujet... j'avais l'impression que le Covid avait fait oublier cette problématique et c'est bien qu'on en reparle. D'abord, l'article du Figaro, ça a été une honte. Je rejoins M. Moins. Ces colistiers l'ont véhiculé largement. C'est leur droit, mais c'était une honte. Parce que de traiter de la ville d'Aurillac comme la ville représentative des problèmes d'insécurité des villes moyennes, nous sommes la ville la plus sûre de France dans notre strate. C'est là où il y a le moins de délinquance. Sur la problématique des chiffres qu'évoque M. Moins, l'année 2019, en début de campagne, au mois d'octobre, novembre, la ville était malsaine. Nous avions augmenté de 120, 150, 200%. Je ne sais pas, j'ai oublié les chiffres tellement ils étaient paradoxaux. Et ils étaient basés sur un indice. L'indice qui s'appelle IPS, qui est un indice où on additionne tout. On additionne les violences sur la voie publique, les escroqueries au numérique, les viols, etc. Donc cet indice avait progressé et en 2017 et en 2018, il y avait une progression. Et 2019, comme les chiffres n'étaient pas bons, on n'en parle plus. Parce que les chiffres, ils étaient 25% inférieurs à 2014. Ça, c'est un problème de chiffres. Derrière les chiffres, il y a la réalité. Les violences sur la voie publique, elles sont toujours identiques. Il y a toujours 10 personnes, à peu près 10 agressions par an. Ça reste à peu près le même chiffre. En revanche, l'augmentation, c'est sur les violences intrafamiliales. Et notamment les violences, puisque nous avons augmenté, là, sur ce chiffre-là, de façon sensible. Et ce chiffre, qui est important, il faut le prendre en considération, et je pense qu'il est aussi le résultat du phénomène MeToo.
où maintenant, aujourd'hui, les gens déclarent la violence. Et c'est important parce que nous savons que l'augmentation, elle se situe là. Et ça ne veut pas dire que c'est un enjeu négligeable. Ça n'excuse en rien les responsabilités des uns et des autres. Mais on se rend compte que le problème de la sécurité, c'est pas que simplement de démontrer sa force sur la voie publique. C'est pas là l'enjeu au niveau aurillacois. C'est simplement d'accompagner les associations de prévention qui font un travail remarquable, mais qui continuent à accompagner. Et dernier point, c'est la drogue. La drogue, c'est un vrai sujet. C'est un sujet national, c'est pas un sujet local. Il faut avoir des œillères pour ne pas se rendre compte de l'évolution de ce phénomène dramatique qui touche non pas les jeunes, mais qui touche aujourd'hui les adultes. Pas plus les Aurillacois. Je cracherai pas au visage des Aurillacois en disant qu'il n'y a qu'à Aurillac qu'on consomme de la drogue. Il ne faut pas être idiot. Simplement, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qu'il faut prendre à la racine dans la prévention, mais aussi dans la répression, ce que nous faisons au quotidien en lien étroit avec le commissariat. Monsieur Moins, je vous voyais dire non. Quand vous avez un fait de violence plus 126% entre 2018 et 2019, il y a eu une progression entre 2018 et 2019. Alors ce que monsieur Mattoni nous dit, c'est un indice qui agrège les choses. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, c'est purement et simplement les faits. Alors, ils sont inventoriés, violence, coups et blessures, et violence, n'ayant pas entraîné la mort. Voilà, c'est tout, c'est fait. Et ils sont inventoriés ainsi. Alors, et vous avez une progression importante. Et vous avez une progression importante, par exemple, sur le mois de janvier et février, nous avons, de 2020, vous avez 40 faits supplémentaires. On aurait pu dire c'est les violences intrafamiliales. C'est pas violence intrafamiliale parce qu'on craignait, vous le savez tous, des violences intrafamiliales avec le confinement. Et pendant le confinement, étrangement, il n'y a pas eu la moindre évolution. C'est resté tout à fait calme et au même niveau. Et ces phénomènes sont des phénomènes de violence à coup des violences qui ne sont pas d'ailleurs des violences uniquement en boîte de nuit, comme on l'a vu dans la rue Midi-Clos, comme on le voit de manière fréquente dans un certain nombre de rues, comme la rue du Collège ou bien la rue Vermenouze. Et nous avons aujourd'hui, malheureusement, et c'est ça qui est important, c'est pour ça que je dis depuis le début qu'il faut qu'on ait un adjoint spécialisé en matière de sécurité, qu'on renforce les moyens de la police nationale et que cette police nationale puisse être présente, assurer la sécurité des gens et la sécurité en présentiel. Vous savez, moi j'ai une différence avec M. Matonnier, c'est que je suis avocat. Et quand vous êtes avocat, vous recevez des gens qui sont des victimes et qui viennent vous dire, moi mon gamin, il doit sa vie parce qu'il s'est caché sous la voiture. Voilà. Ça m'est arrivé. J'ai aussi des gens, je peux vous dire, des femmes qui se font blesser à coups de verre. C'est malheureusement fréquent. Et moi, je ne supporte pas ça. Comme élu, je ne peux pas supporter ça. Vous entendez ces témoignages, monsieur Matonnier, et ensuite on passe à un rassurez-vous, autre je ne les supporte pas plus, pas moins que vous, monsieur Moins, et je reçois toutes les victimes quand elles me demandent rendez-vous. Ça ne me pose aucune difficulté sur ce sujet-là. En revanche, ce que je regrette, effectivement, c'est qu'un ministre de l'Intérieur, en 2008, ait cassé la police de proximité. Parce que l'on le paye très cher à Aurillac. Nous avons perdu des effectifs significatifs du temps de M. Sarkozy. Vous le connaissez bien, il faisait partie de votre parti politique. Et depuis il y a eu d'autres ministres. Il y a eu d'autres ministres, mais on a fait baisser toutes les polices de proximité pour en faire de la police de... Lorsqu'on a parlé tout à l'heure des conséquences de la crise du Covid sur vos conceptions de vos futurs mandats, monsieur Mattoni, vous avez parlé de solidarité et dans une de vos vidéos Facebook, vous dites ce qui fait la force d'Aurillac, c'est la qualité du lien social. Comment fait-on pour renforcer ce lien social dans cette période de crise? Aujourd'hui, à Aurillac, nous avons un tissu associatif remarquable. Rien que dans les clubs de sport, sur 26 000 habitants, nous avons 14 000 licenciés. Donc ce lien social, il existe, il est très fort. Aujourd'hui, la situation post-Covid, il faut soutenir ces associations pour qu'elles ne disparaissent pas. Parce qu'elles ont des fragilités aujourd'hui. Fragilité économique, fragilité sociale. On a une retraite sportive, par exemple, qui a plus de 1000 adhérents. Demain, si les retraités sportifs restent chez eux parce qu'ils ont peur, parce que la confiance n'est pas au rendez-vous, on risque de perdre justement ce lien social et entraîner un repli sur soi. Donc la force d'Aurillac, c'est son tissu associatif. Comment on le maintient? Déjà, maintenir les subventions, c'est un minimum. Les accompagner, c'est un minimum aussi, avec un guichet unique, les opérations qui sont dans le programme. Maintenir aussi tout l'appui logistique. La force d'Aurillac, c'est d'être au service des associations, avec un service qui met la logistique, qui met des moyens très importants et qui met aussi du personnel pour accompagner et aider. Je vais prendre un exemple très simple, mais qui est emblématique de ce qu'est la force du lien social à Aurillac. Pendant le Covid, les associations caritatives qui desservaient 3000 personnes m'ont appelé paniqué, parce que tous les bénévoles avaient plus de 65 ans. Comment on donnait à manger, Resto du Cœur, Secours populaire, Saint-Vincent-de-Paul, comment on permettait à des personnes dans des situations de fragilité sociale d'avoir à manger? Eh bien, c'est un appel au personnel de la ville d'Aurillac,
un appel à volontaires. Plus de 100 personnes ont répondu. C'est extraordinaire. Donc c'est cet esprit associatif qui est à la fois porté par les services de la ville, par les élus, mais aussi par les associations, et il faut continuer à le défendre. Jean-Antoine Moins, dans le volet solidarité, je vois que vous créez des éléments de dialogue, disons des guichets de proximité, des renforcements de synergie. Est-ce qu'il y a des moyens d'améliorer, disons, le lien entre la municipalité et tout ce tissu associatif et solidaire? D'abord, M. Matonnier a raison de dire que le monde associatif est important à Aurillac, qu'il faut le soutenir et qu'il sera soutenu. On a dans nos listes respectives des gens qui sont très impliqués dans le monde associatif, qui le connaissent. On est tous. Moi, je suis encore membre d'associations, voilà, d'accueil de jeunes ou autres, et on s'implique dans le monde associatif. Voilà. Et pendant le Covid, moi, j'ai mes colistiers qui sont allés donner des coups de main dans des associations humanitaires. Je leur ai dit, mais il faut s'impliquer, donc on y va. J'étais dans la réserve civique en ce qui me concerne, parce que je me suis dit qu'il fallait aussi s'engager pendant cette période de Covid. Moi, il m'est semblé que le confinement avait éloigné les gens, en fait. Les gens ont besoin de relations, de proximité. On a parlé de ce mot tout à l'heure. Et cette proximité, elle nécessite, à mon sens, que les Aurillacois puissent avoir, à proximité de chez eux, des dispositifs qui puissent répondre à leurs questions, à leurs soucis, à leurs difficultés. C'est pour ça qu'on veut avoir des guichets de proximité, à proximité des gens, en plus de ce que j'appelais le maire délégué de quartier. Vous savez, j'avais ça dans mon programme. Les guichets de proximité, c'était d'ailleurs Catherine Amalric qui avait ça dans son programme. Et nous réunissons donc ces deux idées-là, en nous essayant d'enrichir notre projet. Et donc l'idée, c'est d'avoir des guichets de proximité où les gens pourront, s'ils ont des démarches à faire, des soucis, des difficultés, rencontrer les services de la ville au plus proche de chez eux, parallèlement au maire délégué, qui sera un maire délégué dans les 8 comités de quartier que je créerai. Monsieur Matonnier, on va parler à présent de cadre de vie. On sait que l'environnement, notamment, c'est une préoccupation en ce moment grandissante chez les électeurs. Vous proposez notamment, je l'ai dit, de faire d'Aurillac la ville la plus solaire de France. Alors, c'est pas la seule. Mais pourquoi ce choix-là ? Alors, c'est un choix. Bon, je pense que l'environnement et le développement durable, ça doit être dans l'ADN maintenant de toutes les politiques. Je pense que personne n'en a le monopole. Par contre, ça ne peut se construire sur une réflexion qui soit au plus proche à la fois des ressources locales et surtout des besoins locaux qu'on pourrait exprimer. Donc, Aurillac est une des villes avec un taux d'ensoleillement supérieur à Clermont, hein, je tiens à vous le dire. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de soleil à Aurillac, nous avons très peu de brouillard, donc un ensoleillement équivalent à Toulouse. Donc les centrales solaires que nous réalisons sur notre territoire, aujourd'hui elles fonctionnent très bien, elles ont un rendement supérieur de 20% au rendement de base. Et donc le vrai défi, puisque nous allons rentrer dans une société où l'énergie va devenir une matière rare si on veut qu'elle soit renouvelable. Donc l'énergie aujourd'hui, on doit avoir un travail sur l'autoproduction. Et c'est l'idée des fermes solaires, des centrales villageoises solaires, ça existe. La Dordogne, là-dessus, est leader. Et puis, accompagner aussi les entreprises pour qu'elles deviennent autoproductrices et autoconsommatrices d'électricité solaire. Je donnerai un exemple. On a fait un parking relais, avenue Pompidou. Nous avons mis une ombrière solaire. Tous les jours, il y a 3 voitures qui se rechargent sur l'ombrière solaire. Ce sont des gens qui autoconsomment l'énergie solaire qui permet d'alimenter leur véhicule. Donc, un défi pour la ville d'Aurillac, et ce sera toujours mieux comme slogan que la ville la plus froide de France, donc la ville la plus solaire, eh bien c'est un enjeu. Et nous avons des toits d'entreprise qui sont disponibles, nous avons des particuliers qui souhaitent développer l'énergie solaire. On peut accompagner dans le cadre de notre OPA RU et avec l'ADEME ce projet pour l'exprimer au niveau du territoire. La pertinence, c'est évident que ce n'est pas que la ville, mais c'est aussi au niveau de l'agglo. Mais au niveau de la ville, ça peut être le déclencheur de cette vision du territoire. Jean-Antoine Moins, vous, en matière d'environnement, quelle serait votre proposition phare ? D'abord, l'idée de mettre des panneaux photovoltaïques sur un certain nombre de bâtiments publics, vous l'avez dans mon programme, vous l'aviez dû le voir, j'imagine, avant le premier tour. Voilà. Donc c'est sans doute important parce que aujourd'hui, le coût de l'énergie sur la ville d'Aurillac, c'est 1,3 million. Donc si on peut arriver à réduire ce coût de l'énergie dans le budget de la ville d'Aurillac, ça sera sans aucun doute de manière, une mesure importante. C'est pour ça que moi je dis d'abord qu'il faudrait qu'on isole les bâtiments. Parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc on a besoin d'isoler. Alors on a un programme, nous, au contraire, d'isolation
des bâtiments, que ce soit les bâtiments publics, puisqu'il y en a 1,3 million de charges qui sont importants et qui affectent le budget de la ville. Et nous avons parallèlement à ça un projet d'aide à la rénovation thermique des logements. J'avais parlé, et je parle toujours, d'un bonus écologique pour aider encore plus les propriétaires privés à rénover leur logement en matière d'isolation. Donc ça, c'est un axe qui me semble aujourd'hui important, parce qu'il faut préserver le pouvoir d'achat des gens et parce que c'est une façon aussi d'avoir une empreinte ou d'améliorer l'empreinte carbone. À côté de ça, il faut aussi verdir la ville. C'est un sujet que j'abordais. Je pense qu'il est important de verdir la ville. On a parlé des 1000 arbres qui seraient plantés. Je pense qu'il est important aujourd'hui de faire ça, de récupérer l'eau. C'est un programme en qualité de président de l'office départemental d'HLM que j'entreprends. J'ai aujourd'hui un programme d'investissement de 1,7 million sur une cité d'Aurillac pour récupérer les eaux pluviales. Ça, c'est écologique, pour replanter des arbres et engazonner la cité. J'ai une question, c'est celle du financement. On sait que les collectivités locales ont pour la plupart des budgets très serrés. Comment vous financez toutes ces mesures? Et je vous poserai aussi la question, M. Mattoni. Le financement, j'annonce, dans le cadre du programme, 1 million de réduction de pouvoir d'achat redonné aux Aurillacois par an. Si je trouve 1 million d'économies. Dans les millions d'économies, vous avez la réduction des indemnités d'élus. Aujourd'hui, les indemnités d'élus, c'est 215 000 euros par an. Nous réduirons de la moitié, c'est-à-dire qu'il y aura 100 000 euros pour les Aurillacois. On va réduire un certain nombre de postes d'encadrement dans le cadre d'une mutualisation entre la ville et la CABA, notamment les postes d'encadrement directeurs généraux de service, directeurs de cabinet, directeurs généraux adjoints, ainsi que les voitures de fonction. Ils sont trop nombreux aujourd'hui? Je pense qu'il faut mutualiser pour arriver à avoir moins de monde. Et avoir moins de monde, ça va nous permettre de faire 500 000 euros d'économie par an. Parallèlement à ça, je vais réduire aussi les frais de communication. Aujourd'hui, la ville d'Aurillac, les frais de communication, c'est 512 000 euros par an. Et on a 300 000 euros de la CABA. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut arriver à faire la communication pour les Aurillacois au niveau communautaire et réduire de 1/3 les frais de communication. On est à 250 000 euros d'économie, plus des économisations supplémentaires, et on aura 1 million d'économies par an. Alors, on a bien compris que vous financez ça à travers des économies. Est-ce qu'il faut faire des économies, Monsieur Mattoni? Alors moi, je voudrais revenir quand même sur le premier point, parce que vous m'avez interrogé uniquement sur le solaire. Là, vous voyez, entre nos deux conceptions de l'écologie, c'est très clair. Je pense que, pour moi, la vision de l'écologie, c'est pas quelques arbres qu'on va saupoudrer ci ou là. Bon, ok, c'est bien et c'est parfait. On va verdir les rues, tout le monde veut verdir les rues, il n'y a pas de souci, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est quelle vision globale nous avons du territoire sur le développement durable. Aujourd'hui, c'est l'alimentaire. On l'a vu avec la crise. Le programme alimentaire de territoire, c'est la base. Nous avons une production locale. Travailler les circuits courts, c'est le vrai sujet. Deuxièmement, le travail du bois. Nous faisons un réseau de chaleur bois. M. Moïse, au début, n'était pas d'accord. Maintenant, il est d'accord. Il vote maintenant. Avant, il ne votait pas, ça ne lui allait pas. Maintenant, nous avons un réseau de chaleur bois où nous demandons une énergie locale avec une scope où les citoyens peuvent venir et participer. Parce que c'est important que cette ressource soit préservée et qu'elle soit inculturée dans notre population. Donc une scope bois avec une participation des citoyennes. Au-delà de ces éléments, et j'entends qu'après le développement durable coûtera cher. Le photovoltaïque, ça coûtera, on le sait. Mais c'est un choix de société. En fait. Et après, c'est un problème d'affectation et de priorité. Si nous développons aujourd'hui, quand nous avons étudié les centrales villageoises, l'ADEME est le partenaire idéal pour le réseau de chaleur bois. C'est 65% de subvention de l'ADEME. Il y a 0 sur les centrales thermiques. Il y a 0, y compris sur les usines à hydrogène. Donc interrogeons-nous justement pourquoi l'ADEME, qui est l'organisme d'État qui finance le développement durable, pourquoi elle met 65% sur un réseau de chaleur? Pourquoi elle mettra 65% sur la scope bois? Pourquoi sur le photovoltaïque, on aura plus de 70% de subventions? C'est parce que c'est aujourd'hui un enjeu de taille pour notre société. Et j'ai oublié un paramètre important, c'est le projet de déplacement. Le protocole de déplacement. Tout à l'heure, vous avez parlé des modes doux. Ça fait partie des sujets, mais des modes doux et des transports collectifs et de tout ce qui va contribuer à diminuer le nombre de véhicules en cœur de ville. Jean-Antoine Moins, il faut changer aussi les modes de déplacement, comme dit M. Mattoni. Oui, alors M. Mattoni a raison, il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Je parlais tout à l'heure de 1,7 million que je fais dans une cité pour récupérer les eaux. Sur les 1,7 million, j'ai 700 000 euros de l'agence de l'eau, parce que c'est un projet emblématique. Donc effectivement, il faut aller chercher de l'argent extérieur dans le cadre d'organismes qui financent. On sait tous le faire. M. Mattoni l'a fait, moi je sais le faire aussi dans le cadre de mes autres fonctions.
Et il faut aller chercher l'argent, effectivement, dans d'autres collectivités. Aujourd'hui, par exemple, en matière d'économie, on en parlait tout à l'heure, la région Auvergne-Rhône-Alpes propose 1 milliard d'euros pour relancer les activités économiques à la suite du Covid. La question, c'est comment je vais chercher cet argent. Et pour aller chercher cet argent, il faut aller mettre 1 euro, l'objectif qu'on a, nous, c'est mettre 1 euro pour les entreprises en face de l'euro de la région, pour pouvoir soutenir l'emploi et l'activité économique. Alors pourquoi je dis que j'ai un peu plus de chance d'aller chercher l'argent de la région et du département? Parce que, vous savez, il y a des affinités politiques. Les affinités politiques ont fait que M. Mattoni n'a pas pu s'empêcher, encore la semaine dernière, d'aller critiquer la région Auvergne-Rhône-Alpes pour des aides aux commerçants, à tort d'ailleurs. Et je pense effectivement qu'il faut aller chercher l'argent où il y a l'argent, c'est-à-dire à l'État, à la région et au département. Et je pense effectivement que mes affinités politiques me donnent beaucoup plus de chances que M. Mattoni aujourd'hui, et qu'en réalité, malheureusement, avec M. Mattoni, on a une ville qui sera isolée du reste des autres collectivités. Monsieur Mattoni. C'est une réflexion très intéressante et qui me laisse pantois. On sous-entendrait, M. Moins sous-entend, que nous sommes dans la République des copains. Donc j'entends, on est en débat électoral, ça fait partie des paramètres des uns et des autres. Moi j'ai des copains, ça fait un peu cours de l'école. J'ai des copains, ils vont m'aider. Aujourd'hui, sur le mandat qui vient de s'écouler, la ville d'Aurillac, financement du cinéma, 80% de subvention. Le Créacité, Vivacité, 75% de subvention. La Maison de la Fraternité, 70% de subvention. La crèche des petits pas de Jean-Baptiste, le jardin de Jean-Baptiste, pardon, 75% de subvention. Monsieur Moins, vous auriez eu plus que ça, vous auriez obtenu plus. Est-ce que... Mais vous savez combien vous a aidé là-dessus. Vous savez combien vous a aidé là-dessus. Vous voulez que je vous parle du projet de la fraternité? Comment? Vous voulez que je vous parle du projet de la fraternité? Vous De voulez que je vous la parle maison de la comment, mais je sais ce que comment je on vous vous a aidé pour soutenir ce projet? Monsieur Moins, c'est justement ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas la République des copains. Ça veut dire qu'on fait... Aujourd'hui, il y a des institutions, et quand les projets sont bons, les financements arrivent. Et ça veut dire... quelle que soit la source, ça peut être la DSIL, ça peut être l'Europe, même si vos copains pourraient mettre des bâtons, ça peut arriver. J'en sais rien. Vous parliez du problème de la semaine dernière. Je vous passerai les détails des différents mails que nous avons reçus, mais le problème est clos. C'est pas le débat, en plus c'est sans intérêt. Non, simplement ce que je voulais dire, c'est que heureusement que les élus sont des gens honnêtes, quelle que soit leur couleur politique, et qu'heureusement c'est pas une république de copains. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et que les financements, quand on en a besoin, quand les projets sont bons, les financements arrivent. Et c'est derrière laquelle nous avons soutenu vos projets pendant le mandat passé. Pas toujours, monsieur Moins. Nous avons fait nos projets. Par exemple, sur la maison de la fraternité, quand les dossiers que vous avez déposés n'étaient pas des dossiers qui étaient bien ficelés, on est allé vous les récupérer. Et vous le savez parfaitement. Conclusion. Je vais vous laisser 45 secondes chacun pour conclure. Monsieur Moins, à vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Aurillacois en 45 secondes? D'abord, que l'on ne se présente pas à une élection municipale de manière légère. Et si je me présente aux élections municipales, c'est parce que j'aime cette ville, que je pense que cette ville a beaucoup d'atouts, énormément d'atouts, et qu'elle a une véritable opportunité à la suite de cette crise du Covid. Et je voudrais qu'Aurillac puisse profiter de ces opportunités. Je considère effectivement qu'aujourd'hui, l'Aurillac, ce n'est pas du bashing, c'est qu'Aurillac se dégrade, se déclasse, qu'on peut faire mieux, qu'on doit faire mieux quand on aime cette ville. Mais on peut faire mieux que quand on est uni dans une liste qui est plurielle. Parce que la ville d'Aurillac n'appartient pas au Parti socialiste. La ville d'Aurillac, elle appartient aux Aurillacois, qui sont de gauche, de droite et du centre. Et c'est pour ça que j'ai une liste aujourd'hui d'hommes et de femmes qui sont de droite, de gauche et du centre. J'en ai terminé. Et on arrive au bout de nos 45 secondes. Il faut absolument qu'on passe à M. Mattoni. 45 secondes aussi, pas plus. Bien sûr, j'ai bien compris. C'est vrai que c'est un moment important. La ville d'Aurillac a des atouts. Je pense que de trop la noircir, c'est le rôle des oiseaux de mauvais augure, mais j'espère que les augures seront bons pour l'avenir. Je pense que notre équipe municipale, elle est présente, elle porte des projets. Ce qui importe pour la population, c'est aujourd'hui la confiance qu'on peut avoir dans ces élus. Et je pense qu'on a donné des témoignages sur cette confiance qu'on peut nous accorder. Je pense aussi que la crise du Covid va être difficile et l'expérience sera déterminante pour la gestion d'une collectivité. Je ne fais jamais de promesses en l'air et mon programme, je le respecte. Et enfin, troisièmement, Aurillac est riche de son esprit de solidarité. Il faut continuer à le défendre parce que c'est ce qui fait la force de notre territoire.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre Merci. invitation à débattre. Pour tous les thèmes dont on n'a pas eu le temps de parler, bien sûr, on renvoie les électeurs à vos programmes, soit dans leur boîte aux lettres, soit sur le site internet dédié du ministère de l'Intérieur. Demain, à 18h, un nouveau débat dans une nouvelle commune d'Auvergne avant ces élections municipales. Tout de suite, votre édition régionale. Bonne soirée. Merci. Merci.